avec l'arrivée de ZBrush 4R7, on a vu une grosse nouveauté, c'est le pont entre ZBrush et Keyshot. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Keyshot est un logiciel de rendu autonome, donc édité par Luxion, donc un éditeur différent de Pixologic, et donc est un logiciel de rendu qui permet de créer des images de haute qualité, on va dire photoréalistiques. La grosse différence entre le rendu de ZBrush et le rendu de Keyshot, tout d'abord, c'est que ZBrush a un rendu quand même bien à lui, il faut avouer, qui est assez flatteur pour beaucoup de modèles, mais qui a certaines limitations. Limitations, essentiellement, ça concerne justement des matières très réalistes comme les transparences, les réflexions, les réfractions, certains types de métaux et tout ce qui va autour. Donc, c'est vrai que pour des objets un peu plus mécaniques, ZBrush peut montrer certaines limites, bien que des fois son rendu assez stylisé peut quand même être bien sympathique. Donc, ce pont permet d'envoyer toutes les données de ZBrush vers Keyshot. Donc, on a un pont, voilà, qui est en fait un module complémentaire installé par défaut dans ZBrush, mais qu'il faudra acheter. C'est un plugin qui n'est pas gratuit, c'est un plugin donc, qui est payant, donc qui permet donc de connecter les deux et d'envoyer à la volée toutes les données. Quand je dis les données, c'est de la géométrie, mais c'est aussi des Z-sphères, des Z-sketch. À peu de choses près, tout ce que ZBrush affiche, Keyshot peut en faire un rendu. Donc c'est quand même quelque chose qui marche très très bien. L'autre avantage de Keyshot, c'est qu'il travaille uniquement sur le processeur de votre ordinateur et pas la carte graphique. Ça veut dire que si ZBrush charge le modèle, Keyshot pourra le charger aussi. Si ZBrush marche sur votre machine, Keyshot marchera aussi sur la machine. Donc c'est quand même le gros avantage. Alors, il faut savoir que donc, ce bridge est obligatoire pour communiquer entre ZBrush et Keyshot. Alors, attention, obligatoire quand vous voulez avoir ce pont, on va dire, automatique et avoir ce flux de travail, on va dire, optimisé. Si vous avez une version de Keyshot que vous avez acheté dans le commerce, hormis la version spéciale pour ZBrush, vous pouvez charger des données à la main, des fichiers OBJ, etc. Donc ça ne change rien. Mais il existe donc une version de Keyshot pour ZBrush, qui est une version basée sur Keyshot HD. Alors, il y a quand même quelques petites différences entre la version donc Keyshot pour ZBrush et la version de Keyshot HD, la version 5 de Keyshot. Il y a à peu de choses près donc comme différence. Tout d'abord, la version pour ZBrush, donc je vous le disais, ne charge que les modèles en provenance de ZBrush. Ensuite, c'est donc basé sur la version HD, qui a une limitation donc de taille pour certains, c'est les rendus limités à 4 mégapixels. Alors pour du web et ce genre de choses, c'est très bien, pour du print, ça peut être problématique. Donc la version donc, spéciale pour ZBrush n'est pas limitée en taille pour le rendu. Donc, il n'y a aucune limitation pour faire du print avec tout ce que vous voulez, donc c'est quand même une différence non négligeable. Et surtout, le prix n'est pas du tout le même. À l'heure actuelle, vous pouvez acheter donc Keyshot pour ZBrush et le Bridge pour 249 $. Je ne vais pas dire de bêtises, mais Keyshot HD est à 999 € ou dollars. Je crois que j'ai un doute. Donc, vous voyez, il y a pas mal de différences. En fait, on peut acheter ZBrush, le Bridge et Keyshot pour ZBrush pour le même prix que Keyshot HD. Donc voilà, c'est quand même une grosse différence. Alors, comment marche justement ce Bridge et donc Keyshot, quels sont les avantages? Alors le Bridge, ça devient vite transparent, hein. C'est juste qu'il faut activer la connexion entre les deux, mais une fois que c'est fait, après, on l'oublie. Alors, tout d'abord, je suis dans ZBrush, et donc premier avantage, c'est d'utiliser Keyshot un petit peu comme une fenêtre complémentaire à ZBrush, par exemple dans une phase de création. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je sculpte un personnage, un objet ou quoi que ce soit, c'est régulièrement d'avoir un point de vue différent. Alors, un autre angle de caméra, mais éventuellement des matières différentes, car des fois, c'est un petit peu trompeur au niveau des matières. Surtout ZBrush, qui est des fois très flatteur pour la géométrie. Alors, là, j'ai une simple sphère, tout simplement, et je peux sculpter des choses dessus, enfin bref, peu importe. Là, je fais rien de spécial, c'est juste pour montrer un petit peu l'idée du truc. Donc voilà, je commence à sculpter quelque chose, je prends mes différentes brosses, jusque-là, il n'y a rien de, je dirais, de spécial, hein, voilà, on fait nos différentes modifications. Et jusqu'à maintenant, si je voulais faire un rendu, je fais majuscule R ou je clique sur le bouton BPR et ZBrush me fait mon rendu. Voilà, donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Maintenant, comment je fais pour passer à Keyshot? Alors, ce que je vais faire, je vais juste déplacer un petit peu la fenêtre donc de ZBrush et j'ai Keyshot qui est juste lancé derrière. Alors, je fais juste ça, c'est histoire d'avoir les deux logiciels côte à côte. Alors, j'ai mon modèle ZBrush. Maintenant, si je veux passer de l'un à l'autre, je dois aller dans la palette du rendu. Et là, je me retrouve avec une sous-palette, la toute première, qui s'appelle External Renderer.
Et là, je clique sur Quichotte, tout simplement. Je laisse les options par défaut, je n'y touche pas. Donc voilà, j'ai juste activé la connexion. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je vais cliquer sur le bouton BPR de ZBrush ou faire le raccourci clavier pour lancer un BPR, ZBrush ne va pas faire de BPR, mais va me lancer directement le pont entre ZBrush et Quichotte, charger modèle dans Quichotte. Et voilà, donc c'est tout simple. Alors, une petite chose à savoir quand même, quand vous n'avez pas installé le bridge, vous ne l'avez pas utilisé la première fois, il va vous demander forcément d'activer le bridge. Donc si vous avez déjà une licence, quand vous aurez acheté, à partir du moment où vous avez acheté le bridge, vous avez en fait dans l'email que vous recevez la page web, vous pouvez cliquer sur un lien pour donc créer votre fichier de licence. Vous n'aurez qu'à le charger lorsqu'il va vous le demander. C'est pareil, le bridge a une fonction d'évaluation. Vous pouvez tester le bridge sans l'acheter, et Quichotte aussi existe en version d'évaluation. Vous pouvez très bien tester l'ensemble sans, je dirais, l'acheter. Bref. Je suis ici, et maintenant je clique sur BPR, qu'est-ce qui se passe? Quichotte m'a directement chargé comme ça mon modèle. Vous voyez, c'est assez rapide. Je vais parler de l'interface un petit peu après. Hein. Donc là, je peux très bien, donc vous voyez, zoomer, me tourner autour. Hop là, voilà, je suis ici. Et je peux, pourquoi pas, continuer à travailler sur mon modèle. Voilà, à la volée. Voilà, majuscule R. Et automatiquement, vous voyez, je me retrouve avec une modification. Donc voilà, donc on peut vraiment continuer. Donc je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Hop là, ici, rendu. Et voilà. Donc vous voyez, systématiquement, Quichotte met à jour le modèle et c'est relativement rapide. En fait, c'est rapide parce que mon modèle est en basse résolution. Bien évidemment, si vous commencez à charger des modèles en haute résolution, qui ont plusieurs centaines de millions de polygones, ça va être un petit peu plus difficile. Vous voyez, par exemple, ici, là, je me retrouve avec des niveaux de subdivision. Hop. Voilà. Je fais ça là-dessus, ici. Je fais un petit rendu. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est quand même un gros avantage. Autre avantage, je vous disais tout à l'heure, ça charge tout type de géométrie. Regardez, je vais même faire plus simple, au lieu de faire quelque chose. Dans Lightbox, dans les projets, je vais aller charger un mannequin. Par exemple, je vais prendre voilà, le dog post. Voilà. Donc je suis ici. Voilà. Je fais majuscule R. Et maintenant, je me retrouve voilà, avec le chien qui est directement chargé. Donc vous voyez, j'ai des Z-sphères. Quichotte me les a chargées. Vous remarquez aussi, j'ai une certaine matière, Skin-Shade 4, j'ai une couleur, je les récupère aussi dans Quichotte. Donc voilà, donc ça c'est quand même, je dirais, le gros avantage, cette communication vraiment entre les deux qui se fait très simplement. Donc là, je monte des Z-sphères, des Z-sketch, c'est pareil. Donc vraiment, je vous dis, dès que vous l'affichez, Quichotte va le récupérer. En fait, ZBrush convertit ça en vraie géométrie, mais ça marche relativement bien. En fait, si vous sélectionnez une Z-sphère, la Z-sphère apparaîtra aussi sélectionnée dans Quichotte. Donc c'est quand même assez pratique ce côté donc, de connexion entre les deux logiciels. Donc gros intérêt, je vous le disais, ZBrush sur un écran et Quichotte sur un deuxième écran. Si vous avez deux écrans, c'est quand même plus pratique que de faire un Alt-Tab, que ce soit sur Mac ou sur PC, ou d'afficher les applications, de masquer ou travailler côte à côte. Bref. Alors, je passe à Quichotte en plein écran et je reviens donc à ZBrush, que je passe aussi en plein écran. Alors, maintenant, dans Lightbox, je vais charger un autre projet. Je vais charger voilà, le Rifle Model qu'a fait Joseph Drost. Voilà, donc là, j'ai un autre exemple de modèle. J'affiche ici mes subtools. Voilà. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin donc, par rapport à ce bridge. Alors, vous remarquez que ce modèle-là a différents subtools. Donc, on va pouvoir travailler, bien sûr, par subtool avec Quichotte. Je vérifie bien que mon bridge est toujours activé. Voilà. Je fais majuscule R et après, je vais rester dans Quichotte. Donc, voilà. Alors, par contre, Quichotte ne prend pas le dessus. C'est à vous de passer dans Quichotte. Donc, j'attends un petit peu que le modèle se charge. Voilà, donc mon modèle apparaît. Alors, vous avez un panneau de propriété, donc Quichotte permet de modifier pas mal de choses. Vous appuyez simplement sur la barre d'espace pour afficher le panneau de propriété. Sinon, vous avez le menu fenêtre ici, et vous avez donc scène qui apparaît là, la barre d'espace. Oui, je vous le disais, ça se trouve ici. Alors, Quichotte aussi, détail non négligeable, est aussi disponible en français. Donc, je suis à l'heure actuelle en français pour l'interface, alors ce qui n'est pas le cas de la bibliothèque. Petite chose aussi, petite parenthèse,
Au niveau donc de Quichotte, quand vous achetez le bridge, vous avez aussi accès à un pack de matière, de textures d'environnement et d'images d'arrière-plan, donc uniquement pour les gens qui achètent le bridge, donc à télécharger, qui rajoute une quarantaine de maps d'arrière-plan, des matières faites spécialement pour la sculpture, des environnements que c'est votre humble serviteur qui les a fait d'ailleurs au passage, CHDR, etc., etc. Donc bref. Je reviens donc à Quichotte et j'ai donc ici donc mon modèle. Alors pour la navigation, un simple clic gauche, on tourne autour du modèle. Donc vous appuyez sur le bouton du milieu de votre souris, on peut faire un déplacement et la molette, on peut zoomer. Donc voilà, ce sont les différents outils de navigation. Il y a peut-être quelque part des boutons pour naviguer, mais honnêtement, je suis tellement raccourci clavier. Voilà, on les a ici, vous voyez. Hop, je peux me déplacer ici, je peux faire la rotation. C'est le bouton par défaut pour la souris, hein, je précise. Voilà, ici. Moi, je reste sur la rotation. Donc, mon modèle est chargé. Vous remarquez aussi une chose, j'ai récupéré la matière que j'avais dans ZBrush. Dans ZBrush, vous avez vu. Voilà, j'ai quelle matière? Voilà, une matière installée par défaut dans ZBrush maintenant. Je la retrouve ici. Donc, on récupère aussi les matcaps dans Quichotte par rapport à ZBrush. Alors, comment ça marche? Maintenant, je voudrais avoir quelque chose un peu plus sympathique. Donc, c'est-à-dire avoir une arme avec des couleurs un petit peu différentes. Alors, pour ce faire, je vais aller dans ma librairie au niveau des matières, et là on a des métaux par exemple, mais on a aussi des couleurs de peinture. Alors je suis plutôt allé dans la peinture, parce que les métaux de Quichotte sont plutôt des métaux, on va dire, très aluminium et tout. J'aimerais bien des couleurs un peu plus mates. Donc n'hésitez pas à regarder les différentes matières, il y a vraiment beaucoup de matières à récupérer. Alors, je vais dans le côté peinture, et là on a différentes peintures. Par exemple, vous voyez des peintures métalliques. Tiens, peinture métal, voilà, du noir, c'est très bien. Alors comment ça marche? On peut simplement charger ici, vous voyez, en survolant donc, les différents objets. Voilà. Je mets du noir ici, je mets du noir là, et vous voyez qu'on commence à voir le noir qui apparaît. Libre à vous de charger d'autres matières, peut-être par exemple plutôt ce noir là. Voilà. Vous voyez, simple clic glisser. N'hésitez pas à attendre quand même avant de faire l'opération de voir exactement où apparaît le noir. Soyez pas non plus trop rapide. Voilà, je suis ici. Alors je voudrais une couleur un peu plus sympathique, fun. Je vais prendre, allez, tiens, du orange. Allez, soyons très ZBrushiens. Voilà, prendre celui-là, celui-là. Voilà derrière. Donc vous avez vu, en l'espace de quelques clics, on a pu très facilement changer les matières. Je voudrais plutôt un orange comme ça ici. Hop, je peux le prendre. Voilà. Donc vous voulez plutôt une couleur bleutée, hop, on modifie, comme ça à la volée. C'est que du clic glissé, c'est relativement simple. Alors, sur quoi se base Quichotte à l'heure actuelle? Si je vais sur le côté, ma scène, donc si ce n'est pas affiché, je vous rappelle, c'est la barre d'espace, vous avez ici donc tous les éléments avec les modèles en provenance de ZBrush. Donc vous avez ici les différents subtools. Il suffit simplement de cliquer dessus pour voilà, voir les différents éléments qui sont donc en surbrillance, tout simplement. Sauf que vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais moi j'aimerais bien, par exemple, avoir, donc sur cet objet-là, le contour bleu, mais la partie de la lunette plutôt noire. Le problème, c'est que j'ai que celui-là, ou si je prends le bleu ici, voilà, je suis, en fait, j'ai l'un ou l'autre, j'ai pas les deux. Alors, il faut savoir que ZBrush et Quichotte communiquent les données pour les matières de deux façons. Tout d'abord avec les subtools, j'applique ma matière à tous les subtools, ou alors par rapport aux matières de ZBrush. Ça veut dire que si j'applique différentes matières en faisant un fill object, donc différents matcaps ou matières, à mon objet par rapport au polygone, je vais pouvoir aussi appliquer ces matières-là donc aux polygones qui ont donc une autre matière. Pour vous montrer, je reviens ici sur cette partie-là. Voilà, je vais prendre, alors je vais enlever ma perspective pour travailler plus efficacement. Et voilà, donc là, je vais simplement dire j'affiche, si je prenais le bon subtool ça marcherait mieux, voilà ça, hop, j'inverse ma sélection, et voilà, cet objet là, je vais simplement dire, je vais prendre cette matière là, et je passe en mode matériel, et dans Color, je vais faire un fill object, donc je reviens à ma matière voilà, de base ici, j'affiche mes polygones, vous voyez, donc vous avez bien vu que j'ai une matière qui est différente. Si je fais majuscule R, je repasse dans Quichotte, et le petit changement, vous avez vu, hop, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tout a changé de couleur, sauf ça.
En fait, en faisant, ici, vous avez vu, j'ai juste changé de matière tout à l'heure, ici. Donc, j'ai changé la matière. Il m'a pris en compte le changement de matière. Et celle-là aussi, qui, elle, pour lui, n'a pas bougé. Donc, Quichotte va quand même changer ces choses-là. Vous voyez, ce pont est assez intelligent pour prendre en compte les modifications. Donc, je remets la couleur bleue. Mais si je veux reprendre le noir, maintenant, vous voyez, je survole. Ce que j'ai modifié comme matière se trouve comme ça appliqué. Donc, libre à vous de modifier comme ça à la volée. Dire, bah tiens, cette partie-là, je voudrais la prendre. Voilà, j'inverse ma sélection, ce que je voulais. Et donc, je vous disais, ben tiens, hop, là, j'applique une couleur différente. N'hésitez pas à mettre des couleurs qui n'ont rien à voir. Vous voyez, j'inverse ici, je prends celle-là, et je prends celle-là. J'ai un fil object, vous voyez ici, hein, comme raccourci. Et je reviens là. Je reviens dans Quichotte. Vous voyez, j'ai vraiment des couleurs totalement différentes. Et je vais comme ça avoir la souplesse de modifier vraiment à la volée les couleurs que je veux. Si par exemple je veux un jaune ici, vous voyez, alors, hop, bon, j'ai fait ça un petit peu rapidement, hein, vous m'excusez, c'est pour montrer un peu le concept. Voilà, à la volée. Si je veux, hop là, excusez-moi, par exemple je veux ça, c'est le problème des polygroupes, donc attention à ça, parce que le modèle a beaucoup de polygroupes, donc forcément ça pose problème. Voilà, donc, modifiez vos polygroupes, créez-les, appliquez des matières, et vous allez pouvoir comme ça, à la volée, changer directement vos différents éléments. Alors n'hésitez pas dans certains cas à faire différents subtools, là tout est groupé en différents éléments, mais si je prends, vous voyez, tous ces éléments-là, je fais un mode solo, oups, mon subtool, voilà, tout ce qui est ici, vous voyez, j'ai tous ces éléments-là qui sont séparés. Donc ça veut dire que je peux dire, bah tiens, je vais prendre ça, 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 j'inverse, pardon, mon masque, je vais prendre une matière encore qui n'a rien à voir, celle-là, là, j'oublie quand je fais un fil object d'une matière, ça prend tout, donc c'est pas très intelligent. Alors on va faire autrement. Hop là. Donc ici, je vais reprendre, hop, celle-là, fil object, je l'ai déjà, hein, donc c'est pas grave, mais voilà, je suis ici, je reviens sur la matière là, je fais mon rendu, je reviens dans Quichotte. Voilà, voilà. Forcément, si je passe en solo, il m'oublie mes subtools. Vous avez vu, hein, il prend aussi en compte forcément, enfin aussi l'affichage. Donc voilà, je reviens là, et je voudrais avoir du vert pour ces éléments-là, ce qui est très moche, mais vous avez vu, je peux comme ça le faire. Donc on a vraiment cette, je vous dis, cette grande liberté. Donc je vais remettre du orange. Voilà, c'est quand même plus sympathique avec du orange que cette espèce de couleur verte. Voilà. Je prends un gris. Hop là. Hop là. Voilà. Et on modifie. Donc vous avez vu, c'est relativement simple. À vous en fait de penser le plus possible au préalable à comment je vais organiser mes matières dans Quichotte. C'est-à-dire que si vous faites un seul subtool avec tout dedans, il va falloir vous prépariez des matières à appliquer à vos objets au préalable pour dire j'applique directement donc sur la matière l'objet. Donc attention à ça. Okay. Alors maintenant on va passer à autre chose, on va parler un petit peu plus de texture. Alors je vais charger un autre modèle dans ZBrush. Donc là, j'ai un modèle qui est totalement différent, en fait, qui est comme ça à l'origine. Un modèle qui a été fait pour l'impression 3D, donc pas du tout pour le rendu. Mais voilà, donc j'ai ce modèle-là, et j'aimerais bien tester un petit peu, justement, le rendu de Quichotte, faire les choses un peu autrement, donc d'aller un petit peu plus loin avec les différentes possibilités. Ce modèle-là, c'est très bien, je peux l'envoyer dans Quichotte. Le seul problème, et là, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention, si je veux faire ce rendu tel qu'il est, garder cette matière, cette couleur, parce qu'elle me plaît, c'est très bien. Sauf que, si je veux modifier mes paramètres dans Quichotte, il va garder le Matka comme étant une base de couleurs. Donc ça risque de se mélanger avec les matières, donc attention à ça. N'hésitez pas, si vous comptez modifier les couleurs dans Quichotte, à passer sur une matière beaucoup plus neutre, comme Sketchhead 4,
ou alors carrément flat color. En gros, vous n'aurez pas de matière, vous n'aurez que la couleur. Donc là, je vais aller jusqu'à le Skin Shade 4, peu importe. Donc là, j'ai différents subtools qui ont chacun leur nom, et vous remarquez que certaines parties de mon modèle ont un peu de polypainting ou de texture, peu importe. Donc j'ai toujours normalement mon pont avec Keyshot, voilà, qui est lancé, et je fais mon majuscule R, et je repasse dans Keyshot. Voilà, donc mon modèle apparaît, et voilà, donc je suis ici. Voilà. Alors, effectivement, c'est bien blanc à l'heure actuelle, je manque de couleur, je manque de matière. Alors, j'ai un personnage, on va dire, plus ou moins humain. Ce que je voudrais, c'est appliquer une matière un petit peu plus, justement, en peau, tout simplement. Alors, il y a une matière dans Keyshot que je cherche à chaque fois. Voilà, dans translucente. Alors, vous pouvez toujours taper le nom aussi. Hein. Par exemple, vous tapez Skin. Voilà, il va vous sélectionner uniquement s'il commence par Skin. Donc voilà, je vais prendre celle-là et je vais la lâcher donc là-dessus. Alors, si je la lâche dessus, voilà, donc Keyshot est en train de me faire le rendu, sauf que, petit détail, j'ai perdu le polypainting que j'avais sur mon modèle. Donc je vais faire un CTRL Z, voilà. Et vous remarquez quand vous survolez, en haut il vous dit pressez Alt pour conserver les textures et ou CTRL pour les étiquettes. Alors, étiquettes c'est autre chose, on va faire ça plus tard. Donc là j'ai donc des textures au polypainting, j'appuie sur Alt. Et là, vous remarquez, maintenant, je récupère, on voit au niveau du contour des yeux ici, les petites marques, j'ai récupéré comme ça, directement, donc, le polypainting. Je ne l'ai pas perdu, plutôt. Donc, je vais prendre, pareil pour les oreilles, la même matière. Voilà, je fais un clic glissé. Alors, je précise, tous ces modèles-là sont des subtools différents, donc attention à ça. Pour les cheveux, je vais aller... Tiens, je vais voir, je crois que j'ai un plastique qui n'était pas trop mal. Je crois que c'est celui-là. Voilà, peut-être un petit peu trop brillant. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, je fais ça un petit peu rapidement. Je vais prendre ça, hop, pour les sourcils. Voilà, donc vous avez vu, comme ça, rapidement, je peux appliquer les matières à la volée. Et pour les yeux, je vais prendre un plastique blanc. Je ne sais plus lequel j'avais pris. Je crois que c'est celui-là. Pareil, j'appuie sur Alt. Sur là ici, j'appuie sur Alt. Et voilà. Donc j'ai pu comme ça appliquer différentes matières. Il me reste quoi? Allez, éventuellement les métaux. Pour l'espèce de clochette, qu'est-ce que j'ai? Tiens, on va rester dans du orange. Voilà, là-dessus. On va mettre le même orange pour l'espèce de truc qu'elle a dans les cheveux ici. Et pour le collier, je vais aller chercher tout ce qui va être, voilà, vêtements et cuir. Et je vais prendre, allez, du cuir marron. Voilà. Donc vous voyez, comme ça, j'ai pu modifier, enfin, les matières de base par ZBrush et utiliser d'autres matières. Alors j'ai fait une bêtise par contre pour les cheveux, c'est que j'ai pas appuyé sur Alt et j'ai perdu le polypainting qui était dedans. Bon bref, peu importe. Je vais pas annuler, je reste là-dessus. Donc j'ai mon modèle. Sauf que là, à l'heure actuelle, mes matières, oui, mais c'est un petit peu fade, l'éclairage, c'est pas ça. Voilà. Donc comment on fait pour modifier les choses donc, dans Keyshot? Alors tout d'abord, je voudrais voir mon environnement. Vous avez dans les paramètres de la scène un onglet qui s'appelle, enfin de projet qui s'appelle environnement. Donc ici, on a ce qu'on appelle, enfin ce qui est la texture d'environnement qui génère l'éclairage. Vous pouvez à tout moment charger. Donc ici dans environnement, vous avez différents types de textures d'environnement que vous allez pouvoir utiliser. Alors c'est des maps HDR, il y en a plein sur internet, ça se trouve assez facilement honnêtement. À vous de tester donc les différentes maps. On peut prendre celle-là par exemple. Alors, vous avez vu certaines des fois voilà, sont très flatteuses selon un point de vue, pas selon un autre. Voilà, vous allez me dire oui alors là j'aime bien la lumière ici, mais mon modèle il tourne de dos. Si je tourne de dos, je me retrouve avec le bon point de vue, mais pas le bon éclairage. Vous pouvez, au niveau de l'environnement, dans la palette d'environnement, vous avez la rotation, qui permet de tourner, justement, la texture d'environnement par rapport au modèle. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai quelque chose qui est déjà un petit peu plus sympathique. D'accord? Le raccourci clavier, c'est CTRL et un clic gauche, qui permet aussi de tourner comme ça à la volée, sans passer par la palette. Vous allez me dire, oui, l'environnement, c'est bien sympa, mais c'est pas très joli, c'est pas ce que je voudrais. On peut choisir une couleur. Donc à vous de mettre une couleur de fond si vous voulez,
comme ça ici. Ou alors, vous avez des arrière-plans ici. Vous utilisez donc intérieur. Voilà, je mets celui-là. Ça charge une image. Alors une photo haute résolution. Bon, alors c'est pas forcément crédible hein, ce que je fais ici. Voilà, donc là je vais hop me placer là ici. Ou alors cette image-là. Voilà. Ou rien ne vous empêche de prendre des environnements déjà existants. Donc par exemple, je vais charger Barcelone, on va prendre celui-là. Tiens, le fond n'a pas changé, oui, car l'éclairage a changé ici, on voit la couleur un peu plus bleutée, mais je me retrouve ici avec le fond qui est toujours par défaut. Si je choisis environnement lumineux, je peux comme ça voir directement voilà, l'éclairage de ma scène que je peux tourner. Donc je vais prendre mon point de vue tel que je voudrais, voilà celui-là, changer voilà, l'éclairage ici, et vous pouvez, comme tous les paramètres dans Quichotte, changer les paramètres comme ça d'éclairage à la volée. Voilà. Vous voulez un fond un peu de meilleure qualité, arrière-plan, je peux prendre cela et me dire bah tiens, je vais aller prendre donc un des fonds qui est, j'en ai tellement que je ne m'y retrouve plus. Voilà, hop, celui-là par exemple. Voilà. Alors à vous de voir ce que vous l'utilisez comme environnement. Il y en a qui sont plus ou moins bien. Par exemple, il y en a, si je prends ceux-là qui sont assez bleutés, honnêtement. Voilà. C'est-à-dire, hop. Voilà, c'est sur les toits de Pixologique aux États-Unis. Voilà, n'hésitez pas à tourner, hein. Vous voyez, vous testez comme ça. Et finalement, quand vous avez déjà des images d'environnement, la couleur que vous avez au fond, peu importe, je vous dis tout à l'heure, je peux me mettre ici, me mettre là, et là, j'ai en arrière-plan beaucoup d'images. Donc, vous voyez ici, au niveau du plafond, je peux mettre sur ce fond-là, pour poser mon modèle, ou par exemple celui-là. Voilà, donc choisissez vos environnements comme ça à la volée. Choisissez, je vous dis, un petit peu plus de contraste, un peu plus de luminosité, voilà, et faites votre rendu. Voilà, au fur et à mesure. Vous voulez changer la matière, clic droit, éditer la matière. Et là, Quichotte apparaît, donc affiche l'éditeur de matière. Vous n'avez plus qu'à travailler, par exemple, sur les propriétés. La couleur de surface, c'est un petit peu fade. J'aimerais bien un truc un peu plus cartoon, donc un peu plus joyeux. Voilà, comme ça ici, un peu plus chaud. Voilà, la translucidité est un petit peu violente, notamment au niveau des yeux, donc je peux un petit peu voilà, la baisser. Voilà, un peu plus de spéculaire éventuellement. On peut dire la couleur de texture que j'ai, je voudrais donc pareil, une couleur un peu plus, vous voyez, orangée. Et tout ça se fait comme ça à la volée. On a vraiment le retour en temps réel, ce qui est quand même assez pratique. Donc pareil pour les cheveux, clic droit, éditer la matière. Donc voilà, on peut très bien jouer sur les paramètres de rugosité, donc brillant ou plus mat, enfin, l'étalement derrière. On peut mettre des textures, des étiquettes, je viendrai par la suite. Voilà, au niveau donc des yeux, éditer la matière. Voilà, donc là je voudrais hop, un peu plus de réflexion dessus. Voilà. Donc celui-là pareil, éditer la matière. Voilà. Et j'ai plus qu'à vous dire l'environnement. Bon, je peux pas rester sur un fond comme ça ici, je mets une couleur et je peux faire mon rendu final avec Quichotte. Alors si je joue donc au niveau du rendu, on a ici les paramètres de rendu qui apparaissent sur votre écran. Voilà. On peut choisir le format. Alors je vous conseille vivement de prendre un format comme du PSD 32 bits si vous voulez avoir quelque chose de bonne qualité. Si votre Photoshop bien sûr le supporte. Voilà, ou sinon du PNG ou ce que vous voulez. Surtout donc n'oubliez pas une chose. Vous avez donc différents paramètres, notamment la couche alpha. Si vous ne l'activez pas, vous ne l'aurez pas, donc je vous conseille vraiment de le faire. Donc même un PSD si vous voulez. Vous mettez la taille, votre rendu, vous utilisez les paramètres donc de rendu temps réel ou d'utiliser d'autres choses, la qualité, les contrôles avancés, la réfraction, l'illumination globale, enfin tout ce que vous voulez, donc à vous de voir. Bon, le réseau, ça, vous ne les avez pas dans votre version. Et faites votre rendu et puis vous attendez. Donc je ne vais pas lancer le rendu, mais ça prépareil. Donc vous avez vu Quichotte, voilà, fait le rendu. Alors, un petit truc quand même avant de passer à la suite. À l'heure actuelle, Quichotte pour moi utilise les 6 cœurs de mon ordinateur et pas les 8. C'est simplement parce que je veux que l'enregistrement continue à marcher derrière et pas me retrouver bloqué. Autre chose aussi,
dans les préférences, on travaille notamment avec ZBrush et Keyshot, pas pour faire le rendu final, mais par exemple quand vous voulez faire des essais, des échanges, par exemple vous sculptez, vous voulez voir au fur et à mesure votre rendu. Vous avez Keyshot sur un deuxième écran. Vous passez votre temps à faire majuscule R pour envoyer votre rendu, enfin votre modèle vers Keyshot. Le problème c'est que Keyshot, donc je vais dans les préférences, excusez-moi ici, si vous ne dites rien, il va continuer le rendu temps réel, si je ne me trompe pas, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il va continuer à améliorer le rendu en temps réel, mais pendant ce temps-là, votre processeur va utiliser au maximum de ses capacités. Donc si vous sculptez en même temps sur ZBrush, qui a besoin du processeur, ça va ramer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le bloquer par exemple à 30 ou 45 secondes ou 1 minute. En 45 secondes, regardez, j'enregistre, voilà, je tourne. Si j'attends 45 secondes, à peu de choses près, j'aurai déjà un rendu, même avec du subsurface scattering tel que je l'ai à l'heure actuelle, j'aurai déjà un rendu qui va être très proche de mon rendu final. Donc ça ne sert à rien de monopoliser mon processeur pour, on va dire, faire du petit affinage. Et encore, là je vous dis, j'ai de la translucence, c'est pas forcément la matière la plus gentille, on va dire. Donc voilà, donc attention à ces petites choses. Alors, donc, pour revenir donc à Keyshot, je vais charger un modèle que j'ai fait au préalable. Alors ce modèle, vous l'avez peut-être vu dans les présentations de Pixologic, donc c'est un modèle que j'ai fait durant le développement de la version 4R7 et du bridge avec Keyshot. Alors, donc vous voyez ce modèle-là, c'est un modèle donc modélisé avec le Z-Modeler à 100%, mis à part le petit truc qui est ici, là où il manque la matière. Donc voilà, donc Keyshot a aussi le gros avantage, en plus de pouvoir appliquer des matières. Alors vous voyez là, cette matière-là, si je l'édite, c'est quoi? C'est une matière de bois, si je ne me trompe pas. À moins que je l'ai enlevé, mais si je ne me trompe pas, on doit avoir voilà, du bois ici. C'est une matière, voilà, je crois que c'est celle-là. Je l'ai appliquée dessus directement. Et vous pouvez, au niveau donc des textures qui sont affichées ici, avoir donc soit utiliser les UV de votre modèle, ou de faire un plaquage planaire ou cubique, etc. Donc on peut quand même si ça ne vaut pas une édition d'UV vraiment avancée, on peut quand même modifier les UV, enfin appliquer des matières à des textures dans Keyshot assez simplement. Donc ça là-dessus par contre je vous renvoie vers l'apprentissage de Keyshot, hein. C'est pas une vidéo pour apprendre Keyshot de A à Z. Donc bref. Mais un des trucs qui est très bien, c'est que des fois dans ZBrush, on va appliquer des logos, des stickers, ces genres de choses pour améliorer un rendu ou quelque chose comme ça. Donc comme le cas ici, le logo Ferrari, le 50, le petit logo Ferrari qui se trouve ici. Sauf qu'il m'en manque, je dois mettre un petit logo ZBrush. Et si je vais de l'autre côté, en fait, j'ai pas du tout de texture. J'en ai que d'un seul côté. Alors, comment ça marche? Alors, tout simplement, alors déjà, il me manque ici un logo Ferrari. Donc là. Juste cette partie-là, il me manque un logo Ferrari. Comment je fais pour ajouter ce logo Ferrari? Donc je vais rajouter une étiquette. Je vais éditer la matière en question qui va recevoir l'étiquette, donc cette matière rouge, qui est une matière qui vient de Keyshot, hein. D'ailleurs je crois que c'est, je ne sais plus laquelle, mais voilà, c'est une des matières Keyshot, je crois que c'est celle-là, voilà, qui se trouve ici, que j'ai appliqué dessus, qui marche très bien avec les réflexions. Donc je suis ici, et je voudrais dire à Keyshot, rajoute-moi une étiquette. Vous remarquez, j'ai déjà des étiquettes de présentes. Alors je vais agrandir un tout petit peu ma fenêtre. Voilà, ici. Et là, je vais cliquer sur le petit plus pour aller charger une texture. J'ajoute une étiquette. Et voilà, donc là, je me retrouve avec mes différentes textures. C'est des images au format PNG. J'ai fait relativement simple, avec de la transparence. Donc, en gros, ce qui est blanc, c'est transparent. Je double-clique. Et là, j'ai une étiquette qui apparaît directement sur le modèle. Alors, elle apparaît, je pense, un peu au pif. Il y a sûrement une position, mais je ne sais pas trop. Cette étiquette, je peux la modifier, déjà changer l'échelle. Elle me semble très grande. Donc, je peux la réduire. Et surtout, c'est que voilà, elle se modifie par rapport à la base ici. Je voudrais qu'elle soit là. Comment je fais pour la positionner? Alors, je peux cliquer sur le déplacement X, essayer de trouver l'endroit. Enfin bref, c'est un petit peu galère, je suis vite perdu. Vous avez simplement un bouton qui s'appelle position. Je clique dessus. Pardon, excusez-moi, il est activé par défaut. Et je clique là. Et mon logo apparaît directement à cet endroit-là. J'ai plus qu'à changer l'échelle et le centre de l'opération se trouve là. Mon logo maintenant est à la bonne taille. Toujours avec la position, je peux essayer d'affiner un petit peu l'endroit. Voilà, je voudrais qu'il apparaisse. Par exemple ici, j'ai plus qu'à modifier légèrement l'angle pour tourner mon logo vers la droite ou vers la gauche si c'est nécessaire. Voilà. Donc vous avez vu toujours en temps réel, je peux voir le résultat. Donc voilà, j'ai mon résultat. Et là, si je laisse mon rendu calculer un petit peu, notamment l'ombrage, je vais constater une chose, c'est que là, sur l'arrière ici, j'ai mon logo qui passe au travers,
qui va même jusque là. Regardez, on le voit ici. Et je pense que si je vais de l'autre côté, vous voyez, on voit mon logo, oups, qui apparaît à cet endroit-là. Alors attention, pensez à bien quitter le mode position pour faire un déplacement. Si vous restez en mode position, faites un clic du milieu pour vous déplacer, ça va déplacer le logo. Vous avez vu, hop, ici, ça déplace le logo. Donc attention à ça. Donc, je suis pas en mode position. Alors, pour justement définir la profondeur, vous avez donc différents paramètres de l'angle, etc. Et vous avez un peu plus bas, vous avez le seuil de profondeur des surfaces sur lesquelles projeter donc l'étiquette. Je n'ai qu'à baisser cette valeur. Vous allez voir que la projection va disparaître ici. Hop là, elle a disparu. Et maintenant, je suis un petit peu trop loin. Vous voyez, je ne l'ai plus que ici. J'ai qu'à réduire encore pour que ça disparaisse à cet endroit-là. Donc, je modifie encore un peu avec délicatesse parce que c'est pas très épais. Donc, je pense qu'il faut que je sois à 0,1 à mon avis, quelque chose comme ça. Voilà. Je pense qu'à mon avis, même c'est... Voilà. Donc j'ai plus que mon logo que de ce côté-là. Bon, les étiquettes, c'est assez pratique. Je vais mettre une étiquette, par exemple le logo ZBrush sur le dessus, qui est un sponsor de cet Arnaud 11. Même principe, étiquette. Je vais en haut, j'en rajoute une. Je prends le logo ZBrush. Je le positionne à peu près au milieu là. Je change l'échelle. Voilà. Un petit peu plus. Voilà, bah, il est bien positionné. J'ai juste changé un tout petit peu la rotation. Souvent faire un petit peu de rotation. C'est un truc un petit peu un classique. Il n'y a pas grand chose. Et voilà. Mon logo est mis. Voilà, j'avance. Donc j'ai, ah tiens, le logo 50, j'ai que d'un côté. Je ne peux pas Ferrari, vous imaginez la même chose. Je prends le 50 et là je peux dupliquer l'étiquette. Donc cette étiquette maintenant, je n'ai plus qu'à me mettre ici. Hop là, il me l'a mise. Définir l'angle. Je ne sais pas si c'est 0 ou pas. Non, c'est en dessous de 0. Non, au-dessus. Voilà. Je vais la repositionner parce qu'elle n'est pas exactement comme il faut. Voilà, donc effectivement, l'angle c'est toujours un petit problème. L'intérêt d'avoir dupliqué l'étiquette, c'est que ça me duplique les paramètres de l'étiquette, c'est-à-dire l'échelle, donc l'angle par rapport à l'autre côté, bien évidemment, et surtout la profondeur. Mon étiquette ne va pas de part en part. Donc voilà, donc ça c'est aussi un des gros avantages de Keyshot, c'est ce côté, voilà. On peut appliquer très facilement des stickers sur le modèle, on peut les modifier à la volée, enfin faire quand même pas mal de choses qui quand même voilà, marchent relativement bien. On peut définir la profondeur à la volée. Donc c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup sur Keyshot, car c'est très rapide de modifier comme ça vos rendus à la volée au niveau de votre modèle. Alors une dernière chose sur Keyshot, donc qui concerne plus vraiment le bridge, c'est donc des réglages de caméra. L'avantage aussi de Keyshot, c'est sa possibilité de travailler avec une vraie caméra, avec des vrais angles de vision. Si je passe en 28 mm, forcément j'ai un plus grand angle. Je passe en 200 mm, je suis avec un téléobjectif. Voilà. Donc en fonction de vos besoins, vous aurez une vraie caméra douce. Ça fait vraiment un très grand angle. D'ailleurs, tellement grand que je crois que j'ai perdu voilà, Keyshot par rapport au point de vue que j'avais derrière. Donc je reviens sur un angle de 35 mm. C'est-à-dire que si vous faites des photos aussi en arrière-plan qui sont en 35 mm, parce que vous avez pris votre appareil photo et votre objectif, vous avez regardé donc votre focale, et ben vous aurez quelque chose, un modèle qui sera en cohérence avec le fond, la perspective de votre fond. Vous pouvez aussi travailler avec de la profondeur de champ. C'est-à-dire que je vais prendre mon point de vue, le point focal, qui va être ici. Et donc cette partie-là va être nette, alors plutôt sur la partie avant au niveau du cockpit. Avant et derrière, ça va être flou. Donc à vous après de jouer sur la distance focale. Donc plus vous allez augmenter, voilà, pardon, pas distance focale, je me trompe, excusez-moi. Donc j'étais donc au niveau, hop là, excusez-moi, la distance focale ici. Donc au niveau donc du modèle, voilà, distance focale, et surtout les f-stop. Plus ça va être bas, plus ça va être net. Plus ça va être bas, plus ça va être flou, plus ça va être grand, plus ça va être net. Donc voilà, donc, et c'est toujours comme ça en temps réel, vous pouvez modifier les paramètres. Voilà, donc après il y a d'autres petits effets en plus derrière, mais bon bref, on va oublier ça un petit peu derrière, donc dans l'immédiat. Donc voilà, donc c'est aussi l'avantage de Keyshot, c'est aussi d'améliorer donc votre rendu final avant de l'exporter. Vu que vous avez la transparence, on peut l'exporter après donc et modifier ça dans ZBrush. Donc voilà un petit peu pour ces paramètres donc de bridge et donc de connexion entre Keyshot et ZBrush.
Mais franchement, à partir du moment où vous commencez à l'utiliser, c'est franchement très efficace, c'est très rapide et franchement ça marche bien. La seule chose, je vous disais, c'est d'avoir une machine un peu performante, car des modèles très très lourds, forcément, ZBrush va prendre beaucoup de mémoire, mais aussi Keyshot. Donc voilà, donc c'était cette nouveauté donc du pont entre ZBrush et Keyshot.